avec une présentation, vous avez le titre, La technologie au prisme de la pyramide de Maslow. Alors, je l'ai fait sans avoir regardé le programme préalablement, et c'est aussi une expérience aussi plutôt qu'autre chose, parce que vous verrez qu'on va pas... Alors, on va parler de technologie, mais pas de comment fonctionne la technologie, mais plutôt des impacts et de ce que ça peut nous apporter. Et ce qui est surprenant, en tout cas pour moi, c'est que ça va être un miroir un peu de la présentation de ce matin, en moins dense et avec beaucoup moins d'informations, mais c'est quand même un miroir parce que c'est une perspective différente sur le même thème central. Et pourquoi le métavers n'est pas mort, vous allez voir aussi pourquoi, en fait, vous allez voir pourquoi ce sous-titre également. Une première citation d'Aristote, tout ce que la nature fait, elle le fait bien. Donc moi, mon approche, en fait, par rapport à cette présentation, même par rapport plus globalement, je vais beaucoup parler de moi finalement dans cette présentation, je m'en suis rendu compte après, mais c'est pas grave. Plus globalement, c'est pas tellement d'essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi les choses, est-ce que ce qu'on fait, ça va être bien ou mal, etc. Je suis vraiment fondamentalement d'accord avec ça, et avec un autre point aussi qui est l'humain, l'homme et la technologie, donc, puisque la technologie est créée par l'homme, on fait partie de la nature complètement, on est complètement intégré à la nature. Donc finalement, tout ce que la nature fait, tout ce que l'on fait, et tout ce que la technologie fait, elle le fait bien. Et mon approche, c'est de comprendre en quoi, en fait, la technologie, les évolutions, peut être un progrès, et en quoi ça peut permettre à l'homme, mais à la nature, et à l'homme, enfin à l'homme en tant que partie intégrante de la nature, de se développer harmonieusement. Parce que j'ai la conviction que tout ce qu'on fait, tout ce qui est fait pour le bien et bien fait. Et donc j'essaye de regarder, en fait, au prisme de cette assumption-là, comment les choses avancent, ce qui est fait, et on verra le métavers, en quoi ça peut être un progrès. Alors, on verra aussi que il y a aussi des risques, il ne faut pas être complètement ignorant des risques que l'on fait, et puis béni oui, mais moi j'ai encore une fois le présupposé que les choses sont faites pour le bien et que tout ça est un progrès. Et le prisme que je vous propose d'utiliser aujourd'hui pour analyser ça, c'est la pyramide de Maslow. Alors je ne sais pas, est-ce que vous connaissez tous la pyramide de Maslow? Bon, je pense que certains le connaissent bien, oui? Bien, ok, c'est dommage parce qu'on va quand même le rappeler ce que c'est. Voilà. Donc Maslow, c'est un psychologue américain, et en fait, il a créé, c'est lui qui a inventé la pyramide des besoins. Et alors, je m'en suis aperçu après, en fait, j'avais déjà décidé de prendre ça, mais une des différences entre Maslow et les autres psychologues du même moment, c'est qu'il a une approche qui est justement très positive. Alors que, c'est Freud, c'était à peu près au même moment, tout ce qui est behaviorisme aussi, c'était aussi au même moment, l'approche de ces psychologues-là était de se poser la question de comment, en fait, la psychologie va aider à résoudre les problèmes, ou comment elle peut créer les problèmes, et comment on peut résoudre les problèmes que l'on a. Maslow est une approche beaucoup plus positive en disant comment la psychologie va pouvoir aider l'humain à se développer, quelles sont donc les différentes étapes du développement potentiel de l'humain et de la nature plus généralement. Donc finalement, la pyramide des besoins de Maslow, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une pyramide, donc une somme, une couche de différents besoins, avec un certain nombre de règles, alors qui ne sont pas complètement, c'est pas des règles qui sont purement mathématiques, mais où on dit, en fait, avant de commencer à résoudre un besoin de l'étage supérieur, eh bien, il faut avoir résolu ou adressé les besoins de l'étage inférieur, alors pas forcément à 100%, mais en grande majorité. Parce que si on n'a pas résolu les besoins de l'étage inférieur suffisamment, on ne va même pas être capable d'être conscient des besoins de l'étage supérieur. Donc ça, c'est les fondamentaux de base. Donc quels sont les différents besoins identifiés par Maslow et quelles sont les différentes étages de cette pyramide? Le premier, c'est besoin physiologique. Donc c'est bêtement la survie. Qu'est-ce qui fait? De quoi a-t-on besoin pour vivre? Il faut qu'on mange, il faut qu'on boive, il faut qu'on se reproduise, parce que pour que l'humanité puisse se reproduire, ou en tout cas toute espèce se reproduise, eh bien, il faut se reproduire, donc le désir sexuel et le besoin de sommeil. Ce sont les 4 besoins les plus fondamentaux, sans lesquels on ne peut pas vivre soi-même en tant qu'être humain, mais même l'espèce de laquelle on fait partie ne peut pas vivre non plus. Et là, on voit que ces besoins-là, ils sont pas spécifiques à l'humain, justement.
qui sont vrais pour toute vie, pour les animaux ont exactement les mêmes besoins. Les plantes, également, on peut discuter du sommeil, est-ce que les plantes dorment ou pas, j'en sais rien. Je pense que oui, en tout cas, elles ont des cycles de vie différents, des cycles en fonction du jour et de la nuit. Mais voilà, donc tout élément vivant est confronté à ces besoins-là et doit les adresser, ne serait-ce que pour vivre ou survivre. Le deuxième, c'est un besoin de sécurité, donc, et notamment de confort, de tranquillité et de survie. Une fois qu'on a ça, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir, le mot central ici, supplémentaire en tout cas, est confort, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir vivre de façon la plus confortable possible? Donc là, on est confronté au besoin de sécurité. Ensuite, c'est un besoin d'appartenance. Donc là, c'est nouveau, là, on peut se poser la question, déjà, c'est peut-être plus spécifique à l'être humain, à l'humanité, même si les animaux vivent également en groupe, ont besoin. Les plantes elles-mêmes sont connectées entre elles. On ne va peut-être pas parler de fraternité ou de convivialité entre plantes, ni même entre animaux. Par contre, d'amour et de solidarité, probablement. En tout cas, c'est la conscience du groupe, le fait de savoir qu'on n'est pas unique et un seul, et on n'est pas égoïste, mais que pour pouvoir s'épanouir complètement, eh bien, il faut être connecté aux autres et partager avec les autres. D'ailleurs, là, je lisais assez récemment une étude qui a été faite sur les peuplades qui vivent le plus longtemps. Qu'est-ce qui fait que des gens, en fait, vivent plus centenaires? En fait, il y a des groupes, il y a des ethnies, il y a des endroits dans le monde où on ne sait pas trop pourquoi. On a essayé d'étudier et de comprendre pourquoi les gens vivaient très longtemps, alors que dans d'autres endroits, beaucoup moins. Eh bien, le point commun principal qui fait qu'une personne va vivre longtemps, en fait, c'est pas tellement est-ce qu'elle mange bien. Enfin, alors, la nourriture est importante, le fait qu'on ne fasse pas de bêtises, qu'on ne se drogue pas, qu'on ne fume pas, qu'on ne boive pas complètement toute la journée, c'est important. Donc, l'hygiène de vie est important. Mais le point central qui était le plus important, c'est la connectivité aux autres. C'est le fait d'être dans un milieu social et de garder, surtout pour les personnes âgées, de garder des contacts sociaux nourris avec l'environnement. Et ça, l'impact de ça est plus important que l'impact en tout cas à partir du moment où on a dépassé un certain âge, que l'impact de l'hygiène de vie, par exemple. Et donc ce besoin ici, qui ne laisse pas à penser que c'est un besoin du terme survie, en fait, on peut survivre sans, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on va vivre le plus longtemps, qu'on va vivre globalement plus longtemps quand on est baigné dans un milieu dans lequel on se sent à la fois en sécurité et connecté aux autres et connecté à son environnement. Quatrième étage, le besoin d'estime. Estime de soi, estime d'autrui, c'est quelle valeur j'accorde à moi-même et quelle valeur j'accorde aussi à autrui, puisque en fait, parfois le cerveau ne fait pas forcément la différence entre soi en tant que personne et l'autre. C'était Rimbaud qui disait d'ailleurs, dans une de ses poésies, qui faisait également l'amalgame entre soi et l'autre. Donc c'est le besoin d'estime, d'existence en tant qu'être individuel, et être estimable en tant que personne. Et enfin, le dernier, c'est l'accomplissement de soi, la plénitude psychologique, et également la spiritualité. On va aussi mettre tous ces aspects de religion, de spiritualité, de sens, de quête de sens, au dernier étage de la pyramide de Maslow. Donc c'est un modèle qui est simpliste, qui a ses limites, mais que j'aime bien parce qu'il permet, en tout cas il me permet à moi, de m'expliquer un certain nombre de choses, et pas dans un sens c'est un problème, mais dans un sens c'est normal. Exemple, on dit, dans nos sociétés évoluées, notamment dans les pays du Nord, il y a beaucoup plus de dépression, de gens qui ont des problèmes, de consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, etc. Il y a beaucoup plus de dépression que dans d'autres endroits du monde, que dans les endroits où, en fait, alors que les gens ont peut-être moins adressé leurs besoins de base, eh bien, en fait, ils sont moins déprimés aussi. C'est vrai qu'en Ukraine, quand les gens sont confrontés à de la survie, ils ne sont pas déprimés. Leur préoccupation, ce n'est pas ça. La partie dépression dont on parle, elle est plutôt de l'ordre de l'estime de soi. Eh bien, une façon de rationaliser ça, c'est de se dire que, oui, c'est normal qu'on ait globalement plus de dépression, qu'on voit plus de dépression, puisque dans nos sociétés, ces besoins inférieurs, en tout cas dans la pyramide de Maslow, qui sont les besoins physiologiques de sécurité, voire d'appartenance, sont adressés. Et donc, à un moment donné, on commence à prendre conscience de plus en plus, en tout cas notre focus mental
et notre conscience elle est beaucoup plus préoccupée par ce besoin à la fois d'appartenance et d'estime de soi. Et quand on n'a pas de réponse sur ces deux niveaux-là, eh bien, on a les inconvénients, c'est-à-dire la dépression. Quand on n'a pas à manger, ben, on a les inconvénients, c'est la faim. La sécurité, ben, c'est potentiellement les blessures, etc. etc. Eh bien, les inconvénients de ne pas avoir adressé les besoins en haut, une des parties, c'est la dépression. Et donc, il n'est pas illogique que nos sociétés plus évoluées, en tout cas dont la technologie, on va le voir après, nous a permis d'adresser les besoins de base, soient confrontées à plus de dépression. Et pour moi, ce n'est pas un mal, mais c'est simplement une étape logique dans l'évolution d'une société de devoir adresser cette problématique-là. Ce n'est pas facile forcément, mais c'est une étape logique. Et donc, j'irais même jusqu'à dire qu'il faut plutôt s'en réjouir que le regretter, parce que c'est vrai que quand on a des gens qui ont faim dans les pays qui sont moins développés, ou les pays en guerre, eh bien en fait, ils ne sont pas déprimés. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus enviables que les gens déprimés. Et c'est en augmentant justement en avançant jusqu'en haut de cette pyramide qu'on va permettre d'éviter en fait ces maladies liées au fait que l'un ou l'autre besoin ne soit pas adressé. Deux autres petits points aussi qui sont souvent mentionnés en parallèle ou à côté de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de connaissance et aussi le besoin d'art et de beauté, l'attractivité, l'attraction par rapport à la beauté, qui sont aussi générés par le fait qu'on gravit les différents étages de la pyramide de Maslow. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de se poser comme question, c'est comment, en tant qu'être humain, en tant que corps vivant, je sais qu'un des besoins est adressé ou pas. Nous, on le sait psychologiquement, on a l'impression de le savoir. Ah ben oui, on est au chaud, etc. Donc on le sait d'un point de vue intellectuel. La réalité, quand on creuse, en fait, on le post-rationalise, tout ça. On le sait parce qu'on le post-rationalise, mais le fait que l'on sache qu'à un moment donné, un besoin est adressé ou pas d'un point de vue physique et corporel, c'est différent. Et on va décortiquer un tout petit peu ça, on va voir pourquoi aussi, pour voir en quoi, parfois, la technologie, quels sont aussi pourquoi la technologie a des aspects pervers qu'on a vu ce matin. Comment on sait qu'un besoin est adressé? C'est le circuit de la récompense, c'est dans le cerveau uniquement, d'accord? Et donc, comment ça fonctionne? Là, vous le savez peut-être aussi, on a un besoin, par exemple la faim, qui va générer un stimulus sensoriel. Ce stimulus sensoriel va nous pousser à agir et à trouver de la nourriture. Quand on a trouvé de la nourriture, on va manger. Comment on sait si cette nourriture est bonne ou pas? Eh bien, on a dans le corps, on va avoir du glucose, on va avoir des nutriments en fait, qui vont nous arriver dans le glucose et qui vont générer une sensation de récompense dans le cerveau, qui vont, une fois qu'on est suffisamment récompensé, arriver à la satisfaction qui est la satiété, et ensuite on va retomber dans le besoin quand on aura de nouveau faim, quand on ne va plus être satisfait. Et les éléments centraux de ce circuit de la récompense, ce sont les hormones. Ce sont les hormones qui vont permettre d'induire dans le cerveau un sentiment plutôt positif ou plutôt négatif. Donc négatif, c'est quand le besoin n'est pas satisfait. On a vu la faim, la dépression, etc. Et positif quand il est satisfait. On va aussi pouvoir générer artificiellement, et on verra que la technologie finalement fait ça, générer artificiellement le sentiment d'avoir adressé, de récompense, d'adresser un besoin. C'est ce que font les drogues, c'est ce que font les réseaux sociaux, c'est ce que fait le sucre, par exemple. Là. Et finalement, la technologie, elle va permettre de façon artificielle, entre guillemets, en tout cas pas naturelle dans le sens normal, de permettre de donner l'impression que nos besoins sont adressés et finalement d'être contre-productif parce que la réalité du besoin n'est pas adressé, mais c'est simplement, on a l'impression parce que l'hormone est générée dans le cerveau. Ce qui est intéressant de regarder aussi, par rapport à ces satisfactions des besoins de ces hormones, c'est que, ça c'est un exercice que je me suis amusé à faire moi-même, donc je n'ai pas vu de littérature là-dessus, il y en a peut-être, mais je ne l'ai pas vu. Chacune des étapes de la pyramide de Maslow, on peut y associer des hormones. La première, qui est la faim, qui est tout ce qui est en fait, besoin de base, eh bien, on va avoir la gréline, la leptine et le cortisol, qui sont trois hormones qui vont nous permettre de gérer notre relation au sommeil et notre relation aussi à la faim, ou à la satiété ou à la faim. Donc, trois hormones de base pour les besoins de base. La partie, en fait, plus tout ce qui est besoin
de sécurité. On va avoir le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, quand on est stressé, on va générer du cortisol. Le corps génère du cortisol. Et ce cortisol va nous avoir tout un tas d'effets négatifs. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ça, en fait, le sport, notamment, permet de baisser beaucoup le niveau de cortisol et donc de baisser le niveau de stress. Et l'autre hormone qui est très importante pour la sécurité, c'est l'adrénaline. Puisqu'en face d'un danger, eh bien, on ne se pose pas la question, tiens, est-ce que le tir, il est gentil, est-ce que je vais réussir à l'apprivoiser ou pas? Quand on voit un tigre qui arrive, bon, on se barre sans réfléchir. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est la décharge d'adrénaline dans notre corps qui nous permet d'agir directement pour nous protéger contre une menace qu'on n'a même pas eu le temps de rationaliser forcément. L'amour, le sentiment, le lien, l'appartenance, l'hormone, c'est l'ocytocine qui va, et là encore, certaines drogues permettent de générer de l'ocytocine. Les drogues qui sont utilisées dans l'ecstasy, je crois, dans les rêves parties, etc. Ça déclenche des pics d'ocytocine dans le cerveau. C'est pour ça que les gens s'aiment tous quand ils sont en rêve party. Donc voilà, donc troisième étage de la pyramide de Maslow, une nouvelle hormone, l'ocytocine. Quatrième étage, la dopamine et l'endorphine, qui sont des hormones qui vont développer fortement le sentiment de puissance. Donc là, par exemple, la cocaïne fait des décharges d'endorphine et de dopamine, fait que les gens se sentent surpuissants, vont faire des bêtises même parce qu'ils se sentent surpuissants. Et enfin, le dernier étage, où là on est plus sur le sentiment océanique, la connexion à l'environnement, ça va être plutôt la sérotonine. Donc, il y a vraiment une relation, encore une fois, même si c'est qu'un modèle, donc c'est par essence simplificateur, entre les différentes hormones que le cerveau utilise pour savoir si un besoin est satisfait ou pas, et les différents étages de la pyramide de Maslow. Et la sérotonine, enfin la gréline et la leptine vont être générées, vont être activées, ou l'adrénaline vont être activées avant la sérotonine. Et on ne va pas pouvoir avoir de sérotonine si l'adrénaline, si on a les niveaux d'adrénaline à fond, les autres hormones, en fait, ils ne vont même pas être ressentis, ils ne vont même pas être générés par le cerveau. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une précédence, ce qui montre qu'il y a vraiment une précédence dans la hiérarchie des besoins et le fait de les adresser ou pas. Maintenant, le lien avec la technologie, puisque le titre de la présentation était « La technologie au prisme de la pyramide de Maslow ». Eh bien, on a aussi une pyramide des technologies, puisque, en fait, là aussi, c'est une façon de voir les choses, mais, en tout cas pour moi, la technologie, elle permet à une plus grande partie de l'humanité d'adresser chacun des étages de plus en plus facilement. Donc, les progrès technologiques, qu'est-ce que l'on fait, en fait, quand on fait des inventions? C'est l'objectif qu'on a, le seul objectif quasiment, c'est de donner accès à plus de bonheur, au progrès à un maximum de personnes, et donc d'adresser mieux chacun des étages de la pyramide de Maslow. Le premier, ça va être l'agriculture, on va passer assez rapidement dessus, puisque ce n'est pas notre sujet central, mais c'est l'agriculture qui permet de donner à manger à de plus en plus de monde. Deuxième, la médecine, les armes pour se protéger pour faire la guerre, mais aussi pour se protéger des peuplades ennemies, les constructions et l'énergie pour avoir accès à des ressources qui nous donnent plus de confort, qui soit nous protègent contre des menaces, médecine et armes contre des menaces de santé, des virus ou des autres populations, et puis construction et énergie pour nous donner plus de confort beaucoup plus facilement et pour donner accès à plus de monde, à plus de confort. Ensuite, tout ce qui était, donc là on est dans la relation autrui, c'est tout ce qui est télécommunications, Internet, réseaux sociaux, qui vont permettre, quoi qu'on en dise, c'est pourquoi en fait on est si addict et si fan des réseaux sociaux et de connexion, c'est parce qu'on a la pression, et même plus que la pression, on est connecté quand on utilise un réseau social à plus de monde que quand on est tout seul dans sa famille, enfin, quand on est tout seul dans sa chambre déjà complètement sans être connecté, parce qu'on peut être tout seul en étant connecté, ce qui est un autre problème d'ailleurs, on le verra, que quand on est dans un petit groupe, là on a accès directement à des milliers de personnes, et donc en fait on va pouvoir développer ce besoin de connexion, les applications de rencontres. Alors quand on regarde, par contre, le lien entre technologie et pyramide de Maslow, ça, il y a des ouvrages, il y a des articles là-dessus. Les applications de rencontres, elles sont souvent mises également sur ce point-là pour faciliter, trouver l'amour. Tout ce qui est image de soi, développement personnel,
ressources en ligne, tout ce qui est éducation et facilité à l'éducation, Internet également, le numérique l'apporte. Et ça, aujourd'hui, on le dit, hein, on a accès, grâce à Internet, au meilleur, à beaucoup de bêtises, mais aussi au meilleur pour peu qu'on sache trier les choses. Donc là encore, la technologie permet à beaucoup plus de monde d'avoir accès à beaucoup plus de choses de façon quasiment immédiate, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup plus difficile, il fallait une encyclopédie pour avoir, si vous vouliez savoir, je ne sais pas quoi, n'importe qui est Maslow par exemple, eh bien là aujourd'hui, en quelques clics, vous avez toutes les informations. Il y a quelques années, il fallait aller chercher l'encyclopédie, il fallait trouver la bonne page M, etc., puis il fallait lire. Aujourd'hui, il faut juste lire, et ça va beaucoup plus vite. Et enfin, le dernier étage, tout ce qui est créativité, art, eh bien, là aussi, en fait, on a un certain nombre de ressources qui nous permettent de, et ça on le verra tout à l'heure, c'est moins directement appréhensible, on va dire, mais permettent de prendre de conscience de soi. J'ai mis conscience du soi et pas conscience de soi, on verra pourquoi tout à l'heure, de l'expression personnelle. Et on peut aussi se demander, et là je n'ai pas de réponse, mais c'est une question qu'on peut se poser, en quoi l'intelligence artificielle générative permet aussi à chacun de développer ici son sentiment de créativité. Moi, ce que je remarque, c'est que, bon, je pense que tout le monde a déjà utilisé ChatGPT ou tous ces trucs-là, hein, quand vous générez un texte, quand vous générez une image, quand on génère quelque chose, alors ce n'est pas nous qui faisons le dessin, ce n'est pas nous qui générons l'ensemble du texte, qui l'écrivons, néanmoins, c'est le résultat d'un prompt. Et le prompt, c'est nous qui l'avons écrit. Et en termes d'appréhension de ce que l'on a fait, eh bien, en fait, on commence à voir que la satisfaction des personnes, elle est quasiment la même que si eux-mêmes avaient créé le texte. En gros, je génère un bouquin avec ChatGPT, je suis quasiment aussi satisfait que si je l'avais écrit moi-même de A à Z tous les mots, idem avec les images, voilà. Et on voit aussi d'ailleurs que l'expertise, elle va résider dans la capacité à faire le bon prompt pour générer la bonne chose. Voilà. Donc, ce sont des facilitateurs de créativité. Alors après, on peut discuter est-ce que c'est de la créativité ou pas, mais en tout cas, ce sont des facilitateurs de création, et donc ça permet aussi à se développer de ce côté-là. Le hack du circuit de la récompense. Donc en fait, quels sont justement, maintenant quand on met en relation les technologies et ce qu'on a vu tout à l'heure du circuit de la récompense, de quoi on s'aperçoit? En fait, pourquoi on fonctionne comme ça? Pourquoi le cerveau a fonctionné comme ça? Donc l'évolution humaine génétique, elle prend beaucoup de temps, alors que la technologie a évolué en quelques dizaines d'années, ça a eu une évolution énorme, et notre façon de réagir n'a pas eu le temps de s'adapter aux évolutions de la technologie. La nature suppose que la ressource nécessaire à la satisfaction d'un besoin est rare. La nourriture est rare. La relation en tout cas positive, est rare également. On est plus, quand on est dans les tribus primitives, les gens se font beaucoup plus, entre tribus, se font plus facilement la guerre qu'ils vont s'entraider. À l'intérieur d'une tribu, ils vont s'entraider, mais à l'extérieur, ils vont beaucoup plus facilement faire la guerre. Donc le fonctionnement naturel, et c'est l'idée des hormones, ça vise à maximiser l'accès à ces ressources rares. Donc dès qu'on a une ressource, en fait, on va la prendre, on va l'utiliser. Et ce qui fait qu'on va chercher à chaque fois à générer l'hormone qui nous montre qu'on a utilisé la bonne ressource pour la satisfaction de notre besoin et donc pour notre pérennité. Et le cerveau, il ne sait pas ressentir si un besoin est satisfait autrement que grâce aux hormones. C'est-à-dire la seule façon qu'on a de savoir si on a plus faim, par exemple, c'est l'hormone de la satiété. Et des dizaines d'expériences ont été faites de couper cette hormone-là. Eh bien, en fait, les gens vont quasiment manger jusqu'à en mourir parce qu'ils ne vont plus ressentir la satiété. C'est uniquement grâce aux hormones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un monde où la ressource n'est plus rare, eh bien, en fait, on va continuer, l'humain, naturellement, va continuer à se comporter comme si elle était rare. C'est-à-dire ils vont en manger beaucoup, voire trop. Exemple, le sucre. Dans la nature, le sucre est très rare, en fait. Ce sont uniquement les fruits qui sont sucrés. Il y a beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'en fait, on aime manger du sucre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va avoir beaucoup d'énergie avec finalement peu de nourriture, donc on va en manger beaucoup. La technologie a permis de produire de la nature des aliments sucrés en grande quantité, quasiment en quantité infinie, mais on va continuer à en manger beaucoup, en fait, comme si c'était rare. Et ça, sans s'apercevoir que ça va nous donner, on le sait avec l'expérience, mais même en le sachant, on continue à en manger beaucoup,
ou à fumer, ou à etc. Pourquoi? Parce que ça va faire les décharges d'hormones agréables qui vont, d'un point de vue de la relation en fait, à qui on est, eh ben, nous donner l'impression qu'on est en train de faire notre bien parce qu'on a besoin de sucre, alors que ce n'est pas le cas. Et un parallèle intéressant à faire, c'est la dépendance aux réseaux sociaux. Tout à l'heure, on a vu que le fait d'être connecté est un gage de longévité. Donc ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on a besoin de connexion et de lien aux autres. D'accord ? Le lien aux autres facile, il est rare dans la nature. Grâce aux réseaux sociaux, on le peut avoir beaucoup plus facilement. Eh bien, en fait, on va pouvoir développer des dépendances aux réseaux sociaux, un peu comme on développe des dépendances au sucre. Et ces dépendances, cette surconsommation et surgénération d'hormones de la relation qui n'est pas en lien avec des relations réelles, va générer des problématiques qui sont sensiblement comparables à l'obésité quand on parle de dépendance au sucre, mais on parle d'infobésité, même si ce n'est pas exactement la même chose, donc quand on parle de dépendance aux réseaux sociaux. Et moi, j'aime bien me poser la question de dire, tiens, finalement, au fur et à mesure que l'on gravit, que l'on monte les étages de la pyramide de Maslow, eh bien, en fait, on va développer des dépendances. Le fait que nos hormones vont nous faire développer des dépendances qu'on n'aurait pas dans la nature parce que la ressource est rare. Comme on l'a rendu pas rare, on l'a rendu moins rare, mais qu'on n'a pas eu le temps de développer notre organisme en parallèle, eh bien, en fait, on va développer les maladies dont on parle maintenant, y compris de la dépression d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on a trouvé des moyens de hacker, c'est pour ça que j'ai écrit le hack du circuit de la dépendance, de générer artificiellement des hormones sans que ce soit la vraie satisfaction d'un besoin. Voilà globalement, donc, on a vu la pyramide de Maslow, les différents étages, avec la croyance que finalement la technologie nous permet de gravir chacun des étages et de donner accès à plus de monde aux différents étages de la pyramide de Maslow. Mais attention, parce que les hormones qui sont présentes à chacun des étages, et si on ne fait pas attention, on va aussi développer des dépendances et finalement des développements qui ne sont pas écologiques par rapport à ce que l'on doit faire. Et le métavers dans tout ça. On a vu tout à l'heure, le métavers n'est pas mort. On va voir maintenant pourquoi, en quoi le métavers permet également, à mon avis en tout cas, à l'humanité de se développer sur l'un des étages de la pyramide de Maslow, quels sont les dangers potentiels, et puis quels sont, ça va être plutôt il n'y aura pas de réponse, même là il n'y a pas de réponse, il n'y aura pas de réponse toute faite, mais plutôt une ouverture sur l'étape suivante, qu'est-ce que peut être l'étape suivante. Donc le métavers, déjà un peu d'histoire, c'est le mot métavers, il vient du livre Métaverse, d'ailleurs d'un livre de science-fiction qui s'appelle Snow Crash de Stephenson, qui a été écrit en 92. Donc ce n'est pas un livre qui est hyper connu. En fait, il a été connu parce qu'on a parlé de métaverse, mais c'est un livre qui est, bon, c'est pas le meilleur livre de science-fiction non plus, mais bon, c'est lui l'inventeur. Neil Stephenson est encore en vie, d'ailleurs, il participe à des projets autour de développement de métaverse. C'est quoi le métaverse? En quelques mots, on va quand même le définir. Donc c'est un environnement qui est premièrement immersif, et il est globalement plus immersif qu'Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être beaucoup plus proche du jeu vidéo. On va aussi, alors au départ, métaverse, c'était les casques de réalité virtuelle, même si le buzz est un peu retombé maintenant. Mais l'idée, c'était d'être plongé complètement dans un monde dans lequel on ne fait plus trop la différence entre la réalité et le métaverse, et un monde qui est complètement immersif en 3D, dans lequel on peut se balader comme on se baladerait dans le monde réel. Donc c'est une combinaison de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Aujourd'hui, la technologie, en fait, elle n'est pas encore là pour donner facilement accès à tout ça. Néanmoins, elle avance. Donc Apple a sorti son casque de Vision Pro, qui est plus de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle, mais avec des expériences qui sont assez bluffantes. Donc on va dans cette direction-là. Ce qui est intéressant du côté de l'aspect immersif, et par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est que le cerveau, en fait, a beaucoup de mal à faire la différence entre la réalité, en termes de comment il réagit et d'émotions, entre la réalité et ce qu'il vit dans un monde qui est hyper immersif. C'est déjà vrai quand on est bêtement sur Instagram, sur réseau social, mais c'est encore plus vrai quand on est dans ces mondes-là. On est comme dans un film, et en fait, les gens vivent les mêmes émotions qu'ils vivraient en réalité. Vous avez peut-être vu des cas où des personnes
des dames, des jeunes femmes en l'occurrence, ont vraiment porté plainte parce qu'elles avaient subi une agression sexuelle dans un monde virtuel. Et elles avaient eu, leur vécu était exactement le même que si elles l'avaient vécu en réalité. Sauf que ça n'a pas pu être, c'était pas recevable parce que dans le terme agression sexuelle, il faut qu'il y ait quelque chose de physique. Or là, il n'y avait rien de physique. Voilà. Donc, néanmoins, encore une fois, le vécu était le même. Et donc là, c'est une des caractéristiques de cet aspect immersif qui est important, c'est le fait que le cerveau ait du mal à faire la différence entre la réalité, tout est de la réalité d'ailleurs, hein, entre le monde hors métaverse et le monde hors virtuel et le monde réel. Il est persistant, c'est-à-dire qu'il va rester présent indépendamment du fait que je sois connecté ou pas. Donc les sessions en ligne vont prendre fin, mais je vais revenir, d'autres personnes vont rester là, et les objets que je vais pouvoir manipuler vont rester là également. Je vais retrouver des choses. Si j'ai un terrain, ben, je vais retrouver mon terrain, etc., etc. Il est partagé et il est social. Donc l'idée, c'est justement de rencontrer, de partager des expériences avec d'autres personnes dans ce monde-là. Il est potentiellement économique. Les premiers, un certain nombre de métaverses, les premiers qui ont vu lieu, ce sont des métaverses qui étaient liés aux crypto-monnaies, où en fait on a donc Roblox par exemple, ou Decentraland, où en fait on va utiliser des crypto-monnaies comme monnaie d'échange pour acheter des terrains, pour échanger des biens, pour échanger des services. Donc c'est potentiellement un mode économique et on verra juste après pourquoi il peut être économique, Internet aussi, mais pourquoi il peut être plus facilement économique que Internet. Accessible, donc accessible au travers de différents appareils, donc on a nos téléphones, etc. Mais l'idée c'est d'avoir aussi à terme plusieurs portes d'entrée dans ce métaverse-là, des plus immersives aux moins immersives. Les plus immersives étant les casques de réalité virtuelle. Et enfin, idéalement, alors aujourd'hui ça n'est pas complètement, interopérable, il faudrait que des objets, des terrains, des choses qu'on a acquis, qu'on a développés dans un des mondes virtuels, soient potentiellement transférables dans un autre, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de métavers, il est très probable qu'on n'ait pas un unique métavers dans lequel tout le monde se retrouve, mais qu'on en ait plusieurs qui cohabitent, et il faut les rendre interopérables pour que ce soit vraiment utilisable. Donc voilà les différentes caractéristiques des métavers. Et quand on compare justement l'Internet tel qu'on le connaît au métavers, on se rend compte que Internet a apporté beaucoup de changements par rapport à ce qu'on avait avant, puisque on n'a pas de notion de territoire, on a une déterritorialisation, voilà, déspatialisation, plus d'espace, plus de matériel, dématériel, et on a une abondance de la donnée de tout, ce qui fait qu'en fait, on a accès à les musiques qui sont facilement copiables. Tout ce qui devient virtuel devient en quantité illimitée, et donc ça a changé un certain nombre d'économies, l'économie de la musique, du cinéma par exemple, enfin en tout cas de la vidéo, des livres, de la connaissance, parce qu'on a une duplication à l'infini, et donc on n'a plus de rareté. Néanmoins, la rareté a un certain nombre de vertus, et le métaverse réintroduit ça. Quand on parle de NFT, ou de crypto-monnaie même en fait, ce que l'on fait là, c'est que dans un monde qui est 100% virtuel, on réintroduit de la rareté. On réintroduit de l'espace, puisqu'on va pouvoir acheter des terrains dans un monde virtuel, ce qui pourrait paraître complètement aberrant, mais non, on va déterminer des espaces, des terrains qu'on va pouvoir acheter. On va réintroduire des limites. Je ne vais pas avoir le droit d'aller sur le terrain du petit copain s'il ne m'en a pas donné l'autorisation. Et donc, on réintroduit de la rareté. Et cette réintroduction de la rareté, dans un monde 100% virtuel, réintroduit des contraintes et donc va permettre de, faire de générer une économie également. Et le Web 3, donc ça, je l'ai gardé parce que c'était un point qu'on avait sur notre présentation, c'est la plateforme de confiance des métavers. Pourquoi? Parce qu'un des enjeux des métavers, c'est que si on développe des métavers comme on laisse se développer, comme on a laissé se développer l'Internet, avec des grosses plateformes type Facebook, type Google, type etc., qui trustent l'ensemble des interactions, eh bien, en fait, on va avoir... Déjà aujourd'hui, ces entreprises-là sont plus puissantes que certains pays. Ça va être démultiplié encore dans des mondes métavers où potentiellement on va passer au moins autant de temps qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'interactions. Donc voilà. Donc un des enjeux, c'est de ne pas donner 100% du pouvoir à des sociétés privées
à ces mondes-là. Et pour ne pas le faire, il faut être décentralisé. Parce que sinon, on est centralisé. On a une société ou quelques sociétés qui trustent la totalité. Décentralisé, d'où le Web 3 et les blockchains, je ne parle pas de crypto-monnaie, mais la technologie blockchain qui permet de décentraliser le pouvoir, de redonner du pouvoir dans les mains de chaque individu. Et donc, éventuellement, donc ça reste à voir en tout cas, la possibilité existe, est-ce qu'on va y aller? On ne sait pas, pas si les choses se développent comme elles se sont développées jusqu'à maintenant, et éventuellement la possibilité d'une économie et d'échanges qui soit beaucoup plus juste et partagé entre les différentes, où on n'a pas quelques personnes qui trustent l'ensemble des richesses, une des possibilités qu'on avait vues, dont on a parlé tout à l'heure ce matin. Donc voilà, donc qu'est-ce que le métavers? C'est tout ça. Maintenant la question c'est en quoi le métavers est un progrès? En quoi il nous permet d'être mieux, de donner accès à l'une des étages de la pyramide de Maslow de façon plus générale à plus de monde. Eh bien comme on est sur la thématique du cinéma, je vais vous passer la bande-annonce d'un film, que ça marche. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Oui. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Là, donc, vous avez reconnu Ready Player One, pour ceux qui ont vu le film. Moi, je retiens deux phrases dans cette bande-annonce. Ils y restent pour pouvoir être ils y vont pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, et ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Et à la fin, il dit, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Si on reprend la pyramide de Maslow, en fait, il y a un étage, donc on était avec les réseaux sociaux, etc., nous permettent d'adresser cet étage-là. Au-dessus, on a l'étage de l'identité, de soi. Et là, il dit, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Et où je peux être, pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Donc on a cette notion d'identité et d'être qu'on va pouvoir décider et développer dans le métavers. Je vais pouvoir décider, donc au travers de la création d'un avatar, du développement de mon avatar, de qui j'ai envie d'être, de qui je veux être. Et ça, c'est une des préoccupations des sociétés aujourd'hui. Quand on parle de transgenrisme, des gens qui changent de genre aujourd'hui, ce n'est pas un secret de dire qu'on a beaucoup plus le questionnement par rapport au genre, par rapport à qui je suis, est-ce que je change de genre ou pas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant aujourd'hui que ça a pu être dans le passé. Alors, un certain nombre de personnes le critiquent, mais moi, avec l'approche que j'ai expliquée avant, je dis non, c'est normal, dans la mesure où, en fait, on gravit les étages de la pyramide de Maslow, on est à un étage où on se pose la question de l'identité, de qui je suis, qui je veux être, comment je suis. Donc c'est normal qu'on se pose ces questions-là. Eh bien, ces métavers permettent d'accéder beaucoup plus facilement que par une opération chirurgicale à une... Je peux, par exemple, dans un métavers, je peux décider d'être une femme et d'avoir une représentation qui est une femme. Et tout à l'heure, on a dit que le cerveau fait beaucoup moins la différence entre ces environnements immersifs que l'environnement réel. Eh bien, en fait, je vais avoir l'impression d'être plus moi dans ce monde virtuel-là que dans le monde réel. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, je ne sais pas, je ne mets même pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais en tout cas, pour des personnes dont c'est une problématique, eh bien, ces mondes immersifs, à partir du moment où ils existeront vraiment, où ils seront développés, vont permettre à ces personnes dont c'est un besoin, pour qui c'est un besoin important, d'adresser ce besoin-là de façon beaucoup plus simple qu'ils peuvent le faire aujourd'hui, sans critique, parce qu'en fait, on ne saura pas qui est derrière, qui est derrière. D'ailleurs, pour ceux qui se sont déjà baladés dans des mondes virtuels, on a beaucoup des choses qui ressemblent à des drag queens, des trucs de 2 mètres de haut, avec des talons aiguilles, colorés dans tous les sens. Moi, je me suis fait la remarque, en fait, et ça choque personne. Ça choque personne. Voilà. Donc, le métaverse, ces mondes virtuels immersifs, peuvent être un moyen donné à chacun d'entre nous de développer une identité différente, une deuxième identité, une identité peut-être différente ou la même aussi. Alors, pour certains, ça va être ça, mais aussi pour dire l'inverse en même temps. Il est
original de voir que quand on demande à quelqu'un de créer son avatar, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais c'est plus de la moitié qui crée un truc qui est quasiment la copie conforme de moi-même dans le monde réel. Pour la majorité des gens qui sont bien dans leur peau, ils ne vont pas essayer de faire quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Enfin, c'est même pas question d'être bien dans sa peau, parce que c'est déjà un jugement de valeur. À qui ça va convenir, on va dire, eh ben, ils ne vont même pas essayer de créer quelqu'un d'autre. Je vais me créer moi-même dans ce monde virtuel-là, parce que je suis content. Mais pour d'autres, eh ben, on va avoir l'occasion d'expérimenter d'autres personnalités. Donc, ce qui est intéressant, et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle moi je pense que le métavers, en tout cas ces technologies immersives, sont loin d'être mortes, même si avec le buzz de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est passé maintenant, en tout cas, le métavers de Meta n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, mais moi je suis assez convaincu que ça va revenir à un moment donné pour ces raisons-là, parce que ça permet aux gens de développer leur identité et à décider de qui ils ont envie d'être dans ces mondes virtuels-là. Une question, donc ça c'est sur aujourd'hui, encore une fois, pour moi c'est pas une question, c'est une quasi-certitude qu'on va aller dans cette direction-là. Et bon, je ne suis pas le seul à le dire, il y en a d'autres, après je ne sais pas si c'est une majorité ou pas, mais pour moi c'est une quasi-certitude. Par contre, la question suivante, c'est l'étage supérieur de la pyramide de Maslow, c'est l'accomplissement de soi, tout ce qui est spiritualité, etc. Et là, en quoi la technologie peut aider de ce côté-là? Alors là, je n'ai pas de réponse. Un élément de réponse intéressant, c'est le fait de se créer un avatar, de se créer une identité dans un monde virtuel. Ça va permettre aussi de se poser la question par rapport à mon identité dans le monde réel. Qui j'imagine être dans le monde réel. Et pour ceux qui s'intéressent à la psychologie, à la philosophie, en réalité, l'image de soi qu'on a dans le monde, alors pas dans le monde Internet, mais dans le monde réel, c'est qu'une image qui est construite. C'est construite intellectuellement. Et ce n'est pas une réalité. La réalité, en fait, c'est que même au niveau atomique, eh ben, il n'y a pas de différence entre nous. Si on passe au niveau atomique, je vais de l'intérieur de moi à l'intérieur de chacun d'entre vous, je ne vois pas de frontières. Et à la fin, en fait, en réalité, tout à l'heure on le disait ce matin, on est tous connectés. Sauf qu'on s'est construit, et ça c'est parce que pour le développement de l'humanité, de chaque personne, chaque individu, on a besoin de s'imaginer comme étant une personne autonome à part des autres et d'avoir des actions, avoir un pouvoir de libre arbitre, etc., etc. Donc on fonctionne comme ça. Et en fait, on pense qu'on n'est que ça. Le fait de pouvoir commencer à créer un avatar, et de s'identifier à cet avatar-là, on crée un deuxième moi qui n'est plus moi exactement. Et donc, le cerveau va commencer, moi je pense, aussi à remettre en question son propre ego, qui il est dans le monde réel. Et de se dire, oui, mais ce que je crois être, je ne suis peut-être pas plus vrai qui je suis, qui je pense être dans le monde réel, ça n'a peut-être pas plus de réalité de qui je me suis construit dans le monde virtuel. Et que j'en fais comme ça. Et ça, encore une fois, ça c'est pas complètement des aberrations, puisque si vous lisez de la psychologie, de la psychologie, et je reviendrai après là-dessus, et la philosophie, et notamment dans les philosophies non dualistes orientales, on est en plein là-dedans. Le fait de dire que en fait, l'ego, c'est un obstacle au développement, et notamment au développement spirituel, et à un moment donné, c'est un passage nécessaire, mais ça devient un obstacle, comme tout le reste d'ailleurs. Et moi je pense que ces mondes virtuels, cette technologie-là, va nous permettre à un moment donné de nous décrocher un peu de qui on pense être à 100%, l'unique personne qu'on pense être dans le monde réel. On va voir que les avatars, finalement, en fait, on a beaucoup d'intérêt. Et donc, en fait, on va se poser ces questions-là et on va pouvoir faire ce travail sur soi plus facilement. En tout cas, un plus grand nombre de personnes vont avoir accès à des outils qui vont permettre de faire ce travail sur soi, parce qu'aujourd'hui c'est déjà accessible, mais à moins de monde, de par l'utilisation généralisée de ces technologies-là. Et pour vous donner quelques clés, si ça vous intéresse de vous tordre un peu les ménages, l'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes, c'est une phrase que j'aime beaucoup en fait d'Élisée Reclus. Élisée Reclus, c'est un géographe anarchiste français qui n'est pas très connu, mais peu importe, en tout cas, voilà. Mais quand on se pose la question de quel est le sens du développement de l'humanité de l'homme, en fait, c'est l'homme permet à la nature de prendre conscience d'elle-même. Et on a ce mot de conscience, en fait, qui est un peu central et qui revient beaucoup à l'ordre du jour avec justement les nouvelles évolutions, les nouvelles approches philosophiques, c'est qu'est-ce que la conscience ?
Et si vous lisez des philosophes comme Rupert Spira, Bernardo Kastrup ou David Bohm, qui sont des philosophes qui sont encore en vie, qui écrivent maintenant, eux, donc le matérialisme, c'est quoi? C'est la matière est préalable à tout. Et en fait, tout ce qu'on a construit, toute la société telle qu'on l'a construit, suppose qu'on a d'abord le Big Bang, avec la création de la matière inerte, et puis la vie qui se crée, et puis ensuite l'intelligence, etc., etc. Et donc la matière est préalable, et sur cette matière-là se crée la vie, l'intelligence, et à la fin la conscience. Aujourd'hui, en fait, c'est fondamentalement remis en question, y compris par la physique, et par la physique quantique notamment. Et ces philosophes-là disent non, la conscience est préalable à la matière. Et c'est la conscience qui crée la matière. Donc je ne vais pas aller trop... autant la première s'appelle le matérialisme, la deuxième partie s'appelle l'idéalisme. Je ne vais pas creuser ça maintenant parce que ça nous amènerait un peu trop loin, mais c'est vraiment intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui existe si j'en ai pas conscience. Donc tout ça pour faire le lien avec donc là, on est plus dans la philosophie que dans la technologie, mais ça permet quand même de faire le lien entre ici l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même, de se poser la question quand vient la conscience et qui est premier entre la conscience et la matière, et comment ensuite la technologie va nous permettre d'accéder à cette conscience et justement de savoir de vivre, parce qu'en fait là, on est vraiment dans la partie intellectualisation, on essaye de comprendre. Mais en réalité, ce que disent aussi ces philosophes-là, c'est que ça ne se comprend pas, ça se vit avant de se comprendre. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Alors, je sais que c'était vraiment un essai pour moi de faire cet exposé. L'idée, c'était vraiment de faire un lien un parallèle entre la technologie et puis l'évolution, même l'évolution de l'humanité, et de voir en quoi en fait, la technologie est globalement positive dans l'évolution de l'humanité, et comment justement en faire, à partir du moment où on a ce prisme de lecture-là, comment faire en sorte que ce soit le cas, que ça arrive réellement. Encore une fois, parce qu'à un moment donné, ça, on l'avait dit ce matin aussi, Samuel l'a dit ce matin, à un moment donné, tout ça, c'est des clés pour agir. C'est simplement une représentation, une façon de voir la réalité, qui doit nous donner des clés pour agir dans un sens vertueux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Voilà. Si vous avez 2-3 questions, je peux vous écouter.